Salut à tous. Alors je me retrouve aujourd'hui pour vous parler de pucerons, ces petites bestioles qu'on a un peu partout dans le jardin, que tout le monde n'aime pas forcément, mais que moi j'adore. Donc il y aura plusieurs parties. Première partie, je vais d'abord vous parler des pucerons en eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils sont, comment ils fonctionnent, voilà. Et ensuite je vous parlerai de leurs prédateurs naturels. C'est une partie là qui risque d'être un peu longue parce qu'il y en a beaucoup et que j'avais envie de vous parler de la plupart de ceux que moi j'ai ici, que je connais, que je vois. Et enfin, et c'est là la partie que je pense être assez importante, le petit message que j'ai envie de faire passer, c'est comment on fait avec. Voilà. Au montage, je vous mettrai là peut-être en bas à quel moment il faut aller si vous voulez aller directement à cette partie et sauter toute la partie sur les pucerons et les prédateurs. Pour ceux qui connaissent déjà un petit peu, qui n'ont pas envie de se faire toute la vidéo, je pense qu'elle va être assez longue. Voilà, alors c'est parti. Alors les pucerons en eux-mêmes, c'est des insectes, alors pucerons, aphidiens, aphides en anglais. C'est des insectes piqueurs, suceurs, donc qui sont sur les plantes et qui se nourrissent de sève de plantes. On en a plusieurs centaines d'espèces en Europe, j'ai pas réussi à avoir le nombre exact, mais voilà, il y en a vraiment beaucoup. Et puis de toutes les couleurs, hein. Regardez ça, il y a du blanc au noir en passant par le bleu, le rouge, le jaune, le gris, le laineux, il y a vraiment de tout, et je trouve ça magnifique. Donc ils ont plusieurs étapes de développement dans l'année. Ils passent l'hiver sous forme d'œufs déjà, donc quand le printemps arrive, dès que les beaux jours commencent à arriver, les œufs éclosent et c'est des femelles qui sortent, que des femelles ailées, donc elles sortent des œufs qui sont souvent en terre ou dans les écorces ou selon les espèces, on peut en trouver un peu partout. Des femelles ailées, donc qui peuvent sortir du sol, enfin éclore et s'envoler et aller trouver des plantes sur lesquelles commencer à se nourrir et commencer à se reproduire. Et elle commence à se reproduire très rapidement par parthénogenèse au début. Donc la parthénogenèse, en gros, c'est la reproduction qui ne nécessite pas de sexualité. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'accouplement avec un mâle. Les femelles, c'est du clonage en fait, donnent naissance à des clones. Et ce qui est particulier chez le puceron, c'est qu'elles ne pondent pas d'œufs, elles donnent naissance à des petits directement prêts. Donc on voit bien là le petit qui est en train de naître, il va se poser directement à l'emplacement où il a été pondu, où il est né. Et de suite, il va commencer à piquer son rostre, là, suceur, et sucer la sève. Les petits sont, selon la température qu'il fait, quand il fait chaud, dans les 5 jours qui suivent, ils sont matures, donc les filles, les femelles, c'est que les femelles sont matures au bout de 5 jours et peuvent elles-mêmes déjà donner naissance à d'autres petits. Donc là, à partir de la première génération, déjà, il n'y a plus d'ailes. C'est que de toute façon, à l'endroit où ils sont nés, où ils vont commencer à piquer pour sucer la sève, ils vont rester là quasiment toute leur vie. Et il peut y avoir de nombreuses générations dans une année, puisque au bout de 5 à 10 jours selon la température, les nouveaux petits qui naissent vont pouvoir donner naissance à d'autres petits. Donc les populations vont avoir un développement exponentiel. S'il n'y avait rien pour les réguler, il y aurait des milliers de milliards de pucerons dans nos jardins, on en serait complètement envahis. Alors si à un moment les pucerons sont trop nombreux sur la plante sur laquelle ils sont et qu'il n'y a plus de place, les femelles, au lieu de donner naissance à des petits sans ailes, vont donner naissance à une génération ailée. Donc il va pouvoir se déplacer, aller sur d'autres plantes, conquérir de nouveaux milieux. Et puis à partir de là, recommencer à se reproduire à fond. Et ça va se passer comme ça jusqu'à la fin. Alors l'idée de la parthénogenèse, c'est vraiment pour gagner du temps, se reproduire le plus vite possible. On n'a pas besoin du mâle, pas besoin de se reproduire, pas besoin de s'accoupler avec le mâle. Et on donne directement naissance à des petits qui vont pouvoir vivre leur vie. Donc ça se passe comme ça jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à l'automne, ou automne, début d'hiver. Dès qu'il commence à faire trop froid, les dernières femelles là par contre vont donner naissance à une dernière génération de pucerons ailés, mâles et femelles cette fois. Là il y aura les deux et donc ils pourront s'accoupler, comme ça les femelles pourront aller pondre des œufs qui resteront en terre sous les écorces comme je disais au début, selon les espèces. Et passer l'hiver comme ça, et la boucle est bouclée. Donc il y a pas mal de particularités chez le puceron et ce qui fait qu'il intéresse pas mal de monde, c'est déjà qu'il se reproduit beaucoup et qu'il se nourrit donc de cette sève brute dans la plante. Donc la sève brute, c'est du liquide très sucré qui contient quelques minéraux, quelques vitamines, quelques oligo-éléments. Le puceron, c'est de ça qu'il veut se nourrir. Du coup, lui, il aspire cette sève sucrée et il concentre les minéraux, les vitamines, les oligo-éléments dont il a besoin. Et ils rejettent le liquide sucré, donc qu'on appelle le miella. Donc là on voit de temps en temps, hop, ils lèvent un peu leurs fesses comme ça, ils crachent une petite bulle d'eau sucrée et voilà, qui va
tomber sur la plante et qui peut donner naissance à des maladies cryptogamiques. Il y a des champignons qui peuvent se développer dans ce liquide très sucré, donc ça peut donner des maladies aux plantes. Ou alors, ce qu'on voit le plus souvent, c'est il y a des fourmis qui viennent là, qui traient en fait les pucerons, qui vont récupérer ce liquide sucré, ce miel-là, pour s'en nourrir. Ou alors des abeilles qui peuvent récupérer ça. Donc quand on trouve du miel de châtaignier par exemple, c'est pas du miel de fleurs de châtaignier parce qu'elles font pas de nectar, c'est du miel-là qu'elles récupèrent sur les pucerons. Bon, j'espère que ça dégoûtera pas les fans de miel de châtaignier de savoir que le miel de châtaignier en fait c'est des excréments de pucerons vomis par des abeilles. C'est une autre histoire. On passe, désolé. Niveau défense, maintenant, ces pucerons, on va voir qu'ils sont pas super bien équipés, ils n'ont pas de griffes, de crocs, tout ça, ils sont pas venimeux. Donc ils n'ont pas trop de moyens de se défendre, ils n'ont pas de carapace non plus pour se protéger. En gros, le seul vraiment moyen de défense qu'ils ont, c'est leur capacité à se reproduire très vite, qui fait que ils se font manger, mais ils sont quand même toujours présents parce qu'ils savent se reproduire. Alors certains pucerons, par contre, peuvent être toxiques. Par exemple, le puceron qu'on trouve sur le sureau, il se nourrit de la sève de sureau et du coup il concentre de la sambucine, c'est un élément, une molécule qu'il y a dans le sureau qui les rend toxiques. Du coup, les pucerons de sureau se font moins manger par les prédateurs. Encore qu'on voit que les prédateurs évoluent, c'est souvent la course aux armements dans ce genre de procédé-là. Il y a des prédateurs qui se sont adaptés à cette molécule-là et qui arrivent à les manger quand même. Mais voilà, ceux-là sont quand même moins consommés. L'autre moyen qu'ils ont sinon de se défendre, c'est dès qu'ils sentent qu'ils sont attaqués, ils arrivent à se décrocher de la plante et à courir un petit peu, ils courent pas très vite. Ou alors ils peuvent juste se laisser tomber de la plante au sol et puis ils n'ont plus qu'à remonter après pour voilà. Et grâce à ça, ils arrivent un petit peu à se protéger. Et un dernier, donc celui-là qui est quand même assez efficace dans certains cas, ils ont sur l'arrière de leur abdomen, on voit deux cornicules là qui sortent, et ces deux petites gouttes là qu'on voit au bout, c'est une espèce de liquide un peu visqueux qui peuvent cracher s'ils voient qu'il y a un prédateur, une coccinelle qui s'approche pour les manger, et voilà, ils se protègent un petit peu comme ça. Alors on va voir maintenant leurs prédateurs, donc ils en ont vraiment beaucoup comme je vous disais. Le fait qu'ils se reproduisent beaucoup, qu'en plus ils crachent du sucre et qu'il y en a des centaines d'espèces, ça attire forcément beaucoup de prédateurs. Je vous parlais en premier de la coccinelle, mais ça ne veut vraiment pas dire que c'est la plus efficace. La coccinelle pour moi c'est un peu l'emblème, tout le monde voit qu'elle, alors que c'est pas la plus efficace de toutes. Bon, cela dit, je suis pas sûr qu'il y en ait un plus efficace que les autres. Ce qui est efficace, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup et que tous ensemble ils arrivent à faire du bon travail. Donc la coccinelle en premier. Ça c'est un des prédateurs quand même qui doit son efficacité au fait qu'elle mange des pucerons tout au long de sa vie. Les stades larvaires et l'adulte mangent tous des pucerons. Ce qu'elle a qui est moins intéressant que certains autres prédateurs, c'est que par contre elle mange que des pucerons. La larve et l'adulte ne mangent que des pucerons. Contrairement par exemple au forficule, c'est un autre prédateur qui lui sait manger du puceron, du nectar, manger d'autres choses, et du coup il sera présent même s'il n'y a pas de puceron. Par contre la coccinelle, si à un moment il n'y a pas de puceron dans votre jardin, elle va aller voir ailleurs, et du coup c'est à éviter parce que le puceron lui se développait très très vite. Et si le puceron revient, la coccinelle, le temps qu'elle revienne et qu'elle se reproduise, vous serez dépassé. Donc la coccinelle ou les coccinelles, parce qu'en fait on part de la bête à bon Dieu, là, la rouge à 7 points, c'est vraiment pas la seule, il y en a beaucoup de toutes les formes, de toutes les origines. Donc celle à 7 points, celle à 2 points qui est très commune, l'asiatique, la jaune, bon voilà, je ne vais pas vous passer la liste, il y en a quelques dizaines voire centaines d'espèces aussi en France. Toutes ne mangent pas des pucerons, mais la plupart de celles qu'on connaît, qu'on voit couramment, voilà, se nourrissent quand même de pucerons. Là c'est quelques images, c'est pour que vous voyez un peu, que vous sachiez reconnaître à différents stades, parce qu'on connaît le stade adulte, mais on ne reconnaît pas forcément les stades larvaires. Donc voilà, les œufs, l'éclosion, les stades larvaires, donc la larve se ressemble entre les 2-3 stades larvaires qu'elle a, ils se ressemblent beaucoup. Et ensuite la nymphe, qui va finir par donner naissance donc à l'adulte. Donc il y a une chose qui est super intéressante avec la coccinelle, c'est qu'elle se nourrit de pucerons à tous les stades. Les larves et l'adulte se nourrissent tous de pucerons. Contrairement à d'autres prédateurs qui eux vont se nourrir de pucerons au stade larvaire mais pas au stade adulte. Donc ça c'est vraiment du prédateur qui va faire du gros nettoyage. L'inconvénient c'est que du coup elle se nourrit par contre que de pucerons, elle ne mange pas autre chose. C'est-à-dire que si dans votre jardin à un moment il n'y a pas de pucerons, si vous avez utilisé un insecticide pour tuer les pucerons parce qu'il y en avait trop et que vous les supprimez, la coccinelle elle va aller voir ailleurs. Le souci du coup dans ce cas là c'est que il suffit que les pucerons reviennent, comme on disait ils se reproduisent très vite, en l'espace de quelques jours ils recréent une population, la coccinelle elle va venir.
au niveau des stades de développement, elle va venir, elle va se nourrir de quelques pucerons. Si elle voit que les colonies sont assez importantes, elle va pondre des œufs. Les œufs vont mettre, selon la température, 5, 8, 10 jours à éclore. Les larves vont passer les différents stades larvaires avant d'arriver au stade adulte. Ça peut mettre 10, 15, 20 jours selon les températures aussi. Et ensuite, donc, selon le nombre d'adultes qui vont arriver à l'âge adulte, ces adultes vont pouvoir repondre et là on commencera à avoir des populations de coccinelles assez importantes. Ça, si on fait le calcul, ça peut prendre 20, 25, 30, 35 jours. À ce rythme-là, les pucerons, eux, ils sont déjà beaucoup plus nombreux, vos plantes, elles sont déjà ravagées. Donc l'intérêt, c'est vraiment de réussir à avoir du puceron tout le temps présent et surtout en quantité assez importante pour que les coccinelles aient vraiment envie de se reproduire et de rester sur place. Alors, un autre prédateur parmi les connus, le cirfe, donc ça c'est un diptère, donc famille des mouches. Donc ce prédateur-là, lui, va se nourrir de pucerons qu'au stade larvaire. L'adulte, lui, se nourrit de nectar. D'où donc en parallèle l'importance d'avoir beaucoup de fleurs sauvages dans son jardin pour que l'adulte puisse se nourrir aussi. Donc là, on fera quelques images pour qu'on les reconnaisse. Les adultes vont pondre des œufs au milieu des colonies de pucerons. L'œuf va éclore, c'est un petit genre d'asticot, c'est une larve de diptère, donc larve de mouche, qui va se nourrir de pucerons, va grossir, jusqu'à arriver au stade adulte, faire une espèce de petit cocon, de petite pupe, d'où sortira l'adulte. On connaît beaucoup les cirfes, mais c'est pas le seul diptère, il y a d'autres mouches dans les genres Leucopis, c'est d'autres mouches qu'on connaît beaucoup moins, mais qui font aussi des larves, des asticots qui se nourrissent beaucoup de pucerons. C'est intéressant de voir que dans ces groupes-là, les fourmis ne s'attaquent pas trop à eux. On disait les fourmis récoltent le miel sur les pucerons, et du coup protègent les colonies de pucerons, voire même les aident à se développer, déplacent certains pucerons, et surtout les protègent des prédateurs. Et bien ces larves de diptères-là, autant des cirfes que les leucopis, passent complètement inaperçues au milieu des colonies de pucerons. Elles sont un peu en mode furtif et les fourmis n'arrivent pas trop à les voir. Alors je ne sais pas comment ça se passe, peut-être elles les confondent avec des pucerons ou quoi, mais en tout cas le fait est qu'elles les laissent se nourrir tranquillement sans les attaquer. Et enfin un dernier groupe dans les diptères, dans les groupes des mouches, les cécidomies, donc un peu connus par les maraîchers, ça fait partie des insectes qu'on peut utiliser, ils vendent ça, enfin certains groupes vendent ça pour les maraîchers, pour protéger leur culture. L'adulte ressemble un petit peu à un genre de gros moustique, et la larve pareil, petit asticot qui arrive à sucer, donc ils arrivent à paralyser d'abord les pucerons et qu'ils les prennent par une articulation, une antenne, n'importe où, et de là arrivent à les vider complètement de leur substance. Ils injectent d'abord un liquide qui va liquéfier, d'abord ils les paralysent, ensuite ils injectent un liquide qui va liquéfier les parties internes, et ensuite ils n'ont plus qu'à aspirer le jus. Voilà, pas très ragoûtant. Il y a des scientifiques qui ont compté un petit peu à combien d'espèces de pucerons différentes elles s'attaquaient, et pour les cécidomies on arrive à 70 espèces différentes de pucerons. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'espèces de pucerons différents, et chaque prédateur va s'attaquer à plein d'espèces différentes, et chaque espèce a ses prédateurs. Donc en général, voilà, tout ça c'est assez nombreux pour que ça puisse quand même se réguler assez facilement. Un autre prédateur assez connu, c'est la chrysope ou mouche aux yeux d'or, chrysoperle. Alors toujours pareil, l'adulte ne se nourrit pas de pucerons, c'est que les larves. Et alors celle-là, encore une fois, quelques images pour qu'on les reconnaisse. Elle va pondre des œufs assez étonnants, accrochés au bout d'une espèce de fil, de pédicelle, 10 fois plus fin qu'un cheveu quasiment. Donc les fourmis qui protègent le puceron ou quoi ne le repèrent pas, l'œuf il est perché en haut de son fil. Donc voilà, la larve va éclore. Alors si l'adulte est tout joli, tout mignon, là pour la larve on a un truc qui est carrément impressionnant et effrayant et en plus très vorace. Donc la larve va se nourrir de pucerons, grossir assez vite. Ça peut faire vraiment des très très beaux ravages quand on en a pas mal dans les colonies de pucerons. Et ensuite, arrivé au dernier stade larvaire, voilà, la larve va tisser un petit cocon à l'intérieur duquel elle fera sa nymphe et d'où sortira l'adulte, la chrysope adulte. Alors parmi les autres prédateurs, on a les larves de thrips. Alors ça c'est pas très connu dans le sens où on ne les voit pas beaucoup, c'est vraiment minuscule, 1 ou 2 mm grand maximum. Les thrips c'est un grand groupe d'insectes qu'on ne connaît pas beaucoup, c'est surtout des pollinisateurs, mais voilà, dans les différentes espèces, il y en a certaines qui mangent des pucerons. Ensuite dans les arachnides, on a beaucoup d'acariens qui se nourrissent de pucerons. Là pareil, on ne les voit pas beaucoup parce que c'est tout petit. On a des araignées, certaines araignées qui mangent des pucerons. Et ensuite, donc, différents groupes de punaises, les anthocorides, les géocrides, les nabides. Là aussi, c'est des insectes qui sont assez intéressants
puisqu'elles se nourrissent de pucerons à tout leur stade. Là, c'est des insectes qui sont un peu différents des autres, ils n'ont pas le stade larvaire qui est différent du stade adulte, c'est juste des petites punaises à la naissance qui vont grossir petit à petit, évoluer, avoir des ailes au dernier stade, mais bon, elles sont assez similaires sur tout leur stade et du coup se nourrissent de pucerons sur tout leur stade, en tout cas pour ces espèces-là. Encore un autre prédateur un peu plus gros, celui-là, les mésanges. Les mésanges aiment bien manger les pucerons, surtout quand il y en a beaucoup, quand il y a des petits à nourrir. Donc voilà, mettez des nichoirs à mésanges et à autres oiseaux dans votre jardin et ça vous aidera un petit peu à réguler aussi. Alors j'espère que ça vous a pas trop dégoûté jusque là, tous ces petits prédateurs qui se gavent de pucerons, parce que c'est pas fini et là on va rentrer dans un groupe encore un peu plus dégueulasse. C'est le groupe des parasitoïdes. Donc je vous en présentais 2-3 rapidement, mais sachez qu'il en existe beaucoup plus, on les connaît sûrement pas toutes. Donc elles ont chacune leur façon de faire qui moi me fait un peu rigoler. Alors tout d'abord, ça c'est les groupes des Aphelinus. Celles-là, ils ont une technique de ponte assez lente, assez discrète. Elles vont se faufiler auprès des pucerons. Si elle n'est pas repérée, elle se retourne. Elle envoie son petit stylet, son petit dard qui sert à pondre l'œuf à l'intérieur du puceron. C'est une ponte qui est assez lente, qui peut prendre une dizaine, quinzaine de secondes. Et une fois que c'est fait, hop, elle se retire discrètement et elle va vers un autre puceron et ainsi de suite. Là, pour tous ces parasitoïdes, elles ne pondent qu'un seul œuf par puceron et la larve va se développer à l'intérieur, manger d'abord les organes de réserve pour que le puceron continue à vivre. Et ensuite, une fois qu'elle arrive presque au stade adulte, le puceron va finir par se momifier, se paralyser, se momifier, s'accrocher à la plante. Et la larve donc va faire sa nymphe à l'intérieur du puceron et donc se métamorphoser. Et enfin, l'adulte va découper un petit trou dans la carapace du puceron pour finir par sortir. Un autre groupe, c'est celui des Aphilus. Alors celle-là c'est différent, lui la femelle va aller au côté du puceron en mode plus rapide et pouf, en l'espace d'une fraction de seconde, va aller lui pondre un œuf à l'intérieur. Donc celle-là, elle s'en fout un petit peu de se faire repérer parce que de toute façon elle est assez rapide pour pondre son œuf. Et une fois que l'œuf est pondu, le puceron il est condamné. Donc là toujours pareil, la larve va se développer à l'intérieur de la même façon, le puceron va se momifier. C'est assez intéressant de voir qu'en fait la momie finale du puceron est assez différente selon les espèces. Donc selon l'aspect de la momie et des populations de pucerons qui vont être momifiés, on saura plus ou moins quel type de population, quel type d'espèce de parasitoïdes on peut avoir. Là par exemple c'est des images des populations de pucerons moi, que j'ai eues sur des piments là, en début de saison. On voit bien à quel point ça peut être envahi. Première génération, une femelle, une micro-guêpe peut pondre dans une dizaine voire jusqu'à une centaine de pucerons. Et une fois que ça éclot, donc on a une centaine de petites guêpes là qui va sortir de là et qui vont chacune pondre dans une centaine de pucerons aussi. Donc on voit bien qu'à cette vitesse-là, les pucerons en général n'ont pas beaucoup de chances de s'en sortir. Voilà, j'ai presque fini pour les prédateurs. Ça c'est tous ceux qu'on peut plus ou moins voir à l'œil nu. Il y a aussi des bactéries, des virus, des champignons qui peuvent s'attaquer aux pucerons. Et quand ça arrive, ça peut être assez rapide aussi puisque ça profite du fait que les pucerons vivent en colonie et donc les épidémies peuvent se propager assez rapidement de puceron en puceron vu qu'ils sont tous les uns sur les autres. Donc voilà, ça peut arriver que ce soit ça aussi qui régule les populations. Donc voilà pour tous les prédateurs, ça en fait déjà pas mal et je suis sûr qu'il y en a encore beaucoup plus qu'on ne connaît pas. On va voir maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pour j'allais dire pour s'en protéger, mais c'est même non, pour faire avec. En fait, l'idée c'est vraiment pas de s'en débarrasser, il faut qu'il y en ait tout le temps. Si à un moment on n'a plus de pucerons, comme je disais, les prédateurs vont partir et les pucerons peuvent revenir tellement rapidement que les prédateurs n'ont pas le temps de réguler les populations en temps. Donc l'idée c'est vraiment d'en avoir le plus souvent, tout le temps en fait, et le plus possible. Donc pour ça je vous invite, si ça vous dit, d'aller voir une autre vidéo sur le puceron que j'ai fait, dans laquelle je partageais l'idée en gros de faire un concours à celui qui arrive à avoir le plus de pucerons dans son jardin. Pour moi c'est vraiment ça le truc, c'est de réussir, d'essayer d'avoir le plus possible de pucerons, dans l'idée que plus on aura de pucerons, plus on aura de prédateurs derrière, et plus on aura de grandes populations de chaque, plus au final ça va se réguler et on n'aura jamais de pullulations qui vont causer de dégâts si importants que ça. Je vous partage quand même, ça me plaît pas mais je vais vous le dire quand même, quelques techniques pour se débarrasser de pucerons dans certains cas, bien que ce soit fortement déconseillé, ou alors vraiment dans certains cas particuliers ou à certains moments précis. Moi par exemple ça m'arrive en serre, en intérieur pendant l'hiver où là je sais qu'il n'y aura pas de prédateurs,
ou alors sur certaines plantes que j'ai vraiment pas envie de perdre parce que j'ai pas beaucoup d'individus et je veux les protéger. Donc ça m'arrive d'y mettre, de pulvériser un petit coup de savon noir, donc une cuillère à soupe de savon noir dans 1 litre d'eau tiède pour que ça se mélange bien. On pulvérise ça là-dessus, ça fait pas de mal aux plantes et par contre les pucerons meurent directement. Ça fait pas de tri sélectif, ça tue tout, donc ça tue les prédateurs avec. Donc voilà, pour moi vraiment à éviter. On peut y rajouter pour plus d'efficacité une infusion d'absinthe, de nicotine, un peu de tabac qui traîne, on mélange ça avec de l'eau tiède, c'est un insecticide vraiment efficace. Donc vraiment, je ne le conseille pas du tout parce que c'est pas du tout une solution durable. Mais bon, voilà, je l'ai dit quand même. Donc pour moi l'idée c'est vraiment plutôt de faire avec, de faire en sorte, comme je disais, qu'il y ait tout le temps du puceron. Et si vous arrivez à avoir tout le temps du puceron, vous aurez tout le temps les prédateurs. Pour avoir tout le temps du prédateur, il faut quand même aussi faire attention à plusieurs choses. Donc comme je le disais tout à l'heure, certains prédateurs ne se nourrissent pas tout le temps de pucerons. Les larves s'en nourrissent et les adultes vont se nourrir d'autres choses. Donc il va falloir des fleurs qui produisent du nectar, il va falloir d'autres choses, il va falloir de la biodiversité autour. Comme je dis souvent, pour les prédateurs, il va falloir leur fournir le gîte et le couvert. Donc le couvert, ça va être le puceron ou les fleurs sauvages, et le gîte, ça va être des endroits pour nicher, pour se reproduire, pour s'abriter pendant l'hiver. Du coup, faire beaucoup d'écosystèmes dans son jardin, des murs en pierre sèche, des mares, des haies sauvages, garder beaucoup de plantes sauvages dans le jardin. Tout ça, je le détaille un peu plus dans une autre vidéo qui s'appelle Favoriser la biodiversité ou biodiversité tout court, quelque chose comme ça. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo aussi si ça vous dit, où je détaille un peu plus, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un milieu qui permet d'avoir des prédateurs qui sont présents tout le temps. Et si on arrive à avoir du puceron présent tout le temps et beaucoup de prédateurs présents tout le temps, au final on n'aura jamais d'invasion, jamais de pullulation, on aura beaucoup de pucerons et ça se régulera dans le temps. Il y a une chose qui est assez intéressante à savoir, à comprendre, c'est les courbes de développement des différentes populations, que ce soit les ravageurs ou les prédateurs. On peut être souvent impressionné. Moi cette année j'ai été assez impressionné et j'ai eu peur et j'ai failli traiter un petit peu, mais voilà, ça s'est bien passé quand même, parce qu'on voit beaucoup de ravageurs qui se développent. Donc cette année c'était vraiment une année à pucerons, il y en a eu beaucoup. Donc imaginez, alors j'ai pas les moyens là de faire des jolis graphiques, mais je vais vous mimer un graphique. Donc imaginez la courbe du ravageur. Donc il y a des années où il n'y en a pas beaucoup, ça fait une petite courbe, ça fait pas trop peur. Et il y a des années où il y a beaucoup de pucerons, beaucoup de ravageurs, donc ça fait une courbe qui monte, on a des populations énormes. Mais sachez que quelle que soit la hauteur de la courbe, si votre jardin il est équilibré et riche en biodiversité, la courbe du prédateur, elle va pas faire en même temps, elle va suivre. Donc la courbe du ravageur va monter et la courbe du prédateur va suivre direct après. Mais quelle que soit la hauteur de la courbe du prédateur va suivre à la même hauteur. S'il y a beaucoup de pucerons, vos prédateurs ils vont s'en mettre plein la panse et ils vont se développer autant que les pucerons et ils vont finir par réguler. S'il n'y a pas beaucoup de pucerons, il n'y aura pas beaucoup de prédateurs. Il y a des années où il y en a beaucoup, il y a des années où il y en a moins, mais tous les ans il y en a et c'est normal. Voilà, faut pas avoir trop peur de ça et il faut savoir faire avec. Dans les moyens de faire avec les pucerons, il y a un des principes moi qui me plaît, c'est de faire la plus petite action possible qui ait le plus gros impact possible. Quand on connaît un peu maintenant, on voit comment se développent les pucerons, les fourmis qui les protègent un petit peu, les prédateurs qui essayent de réguler. Moi il y a un petit truc, un petit détail là, que je vous partage, c'est donc il y a des populations de pucerons qui sont attaquées par certains prédateurs ou des prédateurs qui essayent en tout cas de les attaquer, et les fourmis qui les défendent. Et bien on va essayer juste de supprimer la fourmi pour pas qu'elle puisse trop les défendre et que les prédateurs puissent s'y attaquer tranquillement. On va pas s'attaquer aux fourmis non plus, on va juste les empêcher d'atteindre les pucerons. Là c'est valable surtout pour les plantes en pot, moi c'est des choses que j'ai fait cette année. Donc j'ai déjà souvent partagé ça, c'est un truc qui marche beaucoup. Moi dans ma serre, là comme on le voit, il y a pas mal de bacs que je peux remplir d'eau. Et donc sur certaines périodes, je remplis ces bacs d'eau, je mets des palettes au milieu et je pose mes plantes au milieu. Du coup ça fait un peu comme le système des douves autour des châteaux. Une fois que le pont-levis il est fermé, si on ne sait pas nager, on ne peut pas atteindre le château. Vu que les fourmis jusqu'à maintenant ne savent pas nager trop, celles qu'on a ici, une fois que les plantes sont au milieu de l'eau, les fourmis ne peuvent plus y aller, ne peuvent plus protéger le puceron. Donc on n'a fait de mal à personne, on a juste empêché les fourmis d'atteindre les pucerons, de les protéger. Et grâce à ça, les prédateurs peuvent s'en occuper tranquillement. Donc voilà, l'effet, la répercussion est vraiment assez rapide, assez intéressante. Une autre chose qui me paraît assez importante, c'est de voir aussi un peu les choses dans l'autre sens. De ne pas se dire le puceron il va nous manger nos plantes, on va les perdre. C'est de se dire le puceron il a son rôle à jouer, c'est un ravageur, il est là pour faire des ravages. Et de lui laisser sa chance, de lui laisser donc vraiment sa place de ravageur et de laisser l'occasion à certaines plantes de se faire ravager.
Donc là, l'idée, ça sera de produire des grosses quantités de plantes pour en laisser certaines se faire attaquer par les pucerons, et du coup ça fait ce qu'on appelle une sélection. On crée une grande population de plantes, on laisse les plus faibles se faire attaquer, se faire défoncer par les pucerons, et on récupère et on reproduit, on récupère les semences de celles qui ont réussi à survivre aux pucerons. Donc du coup ça implique de voir les choses vraiment en paix avec le puceron et de ne pas avoir peur de perdre quelques plantes. Et du coup ça implique aussi d'avoir d'assez grandes quantités de plantes, ce qui n'est pas toujours possible quand on achète les semences dans le commerce. Donc c'est là qu'on en vient à ce petit message, mais qui me semble quand même assez important, que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. C'est que tout ça, donc ça nous apprend quand même certaines choses. C'est que le système actuel, donc on va dire le commerce, les magasins agricoles spécialisés, les grandes surfaces ou quoi, en commercialisant certains produits pour faire marcher leur système, et bon, mais du coup c'est leur priorité, elle est financière, elle n'est pas écologiste. Eux, leur but c'est de faire, de gagner de l'argent, pas de sauver ou de sauvegarder la nature en tout cas. Donc en nous vendant certains produits, ils nous empêchent de voir certaines réalités. Donc ces produits, ça va être par exemple les insecticides, qui détruisent complètement les insectes et qui nous empêchent de voir une réalité qui est que la nature sait faire sans ces produits, elle sait s'équilibrer, elle sait se réguler, et elle sait en faire en sorte que ça fonctionne avec tous les êtres vivants qui existent, les ravageurs, les prédateurs. Au final, la nature, elle ne connaît pas ravageurs, prédateurs, c'est juste, ça fait partie du système et ça fonctionne. Et bien les pesticides, ils nous empêchent de voir ça et ils nous font croire qu'on en a besoin parce que dès qu'on arrête d'en mettre, on se fait tout manger et ça ne marche plus. Donc arrêtez d'en mettre complètement, vous verrez que ça sait se réguler. Je dis insecticides, mais il y a tous les pesticides au final finissent par affaiblir les plantes et nous empêchent de voir qu'elles ont des résistances naturelles. Et de notre côté, donc les insecticides, les pesticides c'est une chose, mais il y a autre chose, c'est qu'elles nous vendent des semences aussi. Elles nous vendent des semences déjà qui ne sont pas forcément sélectionnées pour leur résistance aux ravageurs, elles sont sélectionnées pour d'autres critères qui ne sont pas forcément intéressants pour nous. Mais surtout, ils vendent leurs semences à des prix qui sont des fois assez chers, pour des quantités de graines qui ne sont pas si énormes que ça dans les sachets. Et du coup, le peu de plantes qu'on a, quand on se les fait manger par les pucerons, ça nous embête un peu et on a envie de les sauver. Si à côté de ça, vous arrivez à produire vos semences et vous n'allez pas produire 10, 20, 30 ou 50 semences, des fois comme il peut y avoir dans un sachet, vous allez en produire des centaines et des milliers et vous allez vous apercevoir que du coup vous allez pouvoir produire des populations de plantes énormes et que vous n'aurez plus aucun souci à vous dire on en perd quelques-unes, c'est pas grave, sur 100 plantes, si j'en perds ne serait-ce que même la moitié, je perds 50 voire plus, il va m'en rester 20, 30, 40, j'en ai largement assez pour moi. Et du coup ça permet de faire de la sélection derrière et nous d'avoir des plantes qui vont être résistantes et qui ne seront plus, ou en tout cas qui seront moins sensibles aux ravageurs. Et puis ça relance surtout une capacité qu'on a nous de produire nos semences et de ne pas être dépendant de systèmes qui ils font leur sélection déjà, ils ne font pas celles qui nous intéressent forcément à nous. Et puis on reprend un petit peu ce pouvoir aussi sur nos ressources, nos semences, nos productions. Ce qui entre guillemets est le rôle que tous les jardiniers à l'origine ont mené depuis l'invention, la découverte de l'agriculture. Sélectionner des plantes, c'est ça qu'on fait depuis le début, donc je trouve que ça pourrait être assez intéressant d'en revenir un petit peu là. Voilà, mais je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je pense qu'il y aura encore d'autres choses à partager, mais ça fait une vidéo qui est déjà un peu longue, donc je vais m'arrêter là. Merci pour tous ceux qui ont suivi jusque là, merci de nous suivre, de nous soutenir. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, comme d'habitude. Et si vraiment ça vous plaît, comme d'habitude, vous pouvez nous soutenir sur la plateforme Tipeee, ce qui nous permet de pouvoir continuer à faire des vidéos. Un dernier petit clin d'œil, donc je ne sais pas si vous avez remarqué, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait des vidéos. Justement pour ça, c'est que moi les vidéos pour l'instant ça me rapporte pas forcément beaucoup d'argent et qu'au printemps j'ai beaucoup de travail. Là peut-être qu'à l'avenir je vais essayer de produire un petit peu moins au jardin, produire un petit peu moins de plantes pour avoir le temps de partager plus, de faire plus de vidéos. Mais voilà, tout ça, ça sera possible que grâce aux gens qui me soutiennent. Donc vous êtes déjà nombreux à me soutenir, donc ça marche déjà très bien. Donc merci pour cela, et puis pour les autres, si ça vous dit de me soutenir un petit peu, c'est génial. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour ceux qui le font déjà. Je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos, et salut!